Je suis désolé par rapport à la semaine dernière où mon train a été annulé et j'ai pas eu d'autre train pour venir. Alors je m'appelle Jean Mizuti, je suis développeur Java et je travaille pour la société Arola. Je voudrais vivement remercier la société Arola de me libérer du temps pour venir à Bordeaux ce soir. Je suis consultant et je développe aussi une librairie Java qui s'appelle QuickPerf et qui va permettre d'évaluer facilement certaines propriétés de performance du code Java. La librairie sera disponible en open source ces prochains mois. Ce soir, nous allons explorer ensemble la mémoire de la JVM. En Java, nous allouons des objets. Nous faisons des new dans le code Java. Nous avons à disposition un service bien pratique, le Garbage Collector, qui permet de supprimer automatiquement les objets qui ne sont plus référencés. Ce service nous facilite la vie. Toutefois, parfois cela ne se passe pas si bien et nous obtenons Javalang out of memory error. Qui a déjà eu cette erreur? Il y a beaucoup de mains qui se lavent. Ce soir, vous êtes au bon endroit. Nous allons voir ensemble comment éviter ce type d'erreur et investiguer ce type d'erreur. La soirée est divisée en deux parties. Tout d'abord, nous allons répertorier les différents types de mémoire utilisables par notre JVM et pour chacune d'entre elles, nous allons voir des types de dysfonctionnement. Ensuite, nous verrons comment investiguer des soucis de mémoire dans la JVM. Ensemble, nous allons investiguer les soucis de mémoire d'une petite application. Commençons par répertorier les différents types de mémoire utilisables par la JVM et les principaux types de dysfonctionnement. La mémoire la plus connue est la heap. Dans notre heap, nous avons des objets et les objets qui ne sont plus référencés par des routes sont éligibles au ramasse-miettes, au garbage collector. Nous allons faire l'état des lieux des principaux types de garbage collector disponibles. J'ai fait différentes catégories. Tout d'abord, les garbage collectors qu'on peut qualifier de classiques. Nous avons à disposition le garbage collector throughput, dit aussi parallèle GC. Nous allons passer un peu de temps à détailler ce fonctionnement. Ce garbage collector est un garbage collector générationnel. La heap est divisée en deux grandes parties, la young-gen et la old-gen. La young-gen va recueillir les objets de durée de vie courte. On fait le pari que la plupart des objets auront une durée de vie courte et on va essayer de les évacuer le plus rapidement possible de la heap. Dans la old-gen, nous allons avoir les objets de durée de vie plus longue. La young-gen est elle-même divisée en différentes parties, l'espace Eden et deux espaces Survivor. Quand l'espace Eden est plein, nous allons avoir un GC mineur qui va libérer tout l'espace Eden. Certains objets vont être déplacés dans les espaces Survivor. Des objets vont être supprimés de la mémoire. Et d'autres objets vont se retrouver dans la old-gen. Lorsque la old-gen est pleine,
la JVM va déclencher un full GC. Ce full GC va libérer entièrement la Yongjan. Les objets qui vont rester dans la heap seront uniquement ceux qui sont toujours référencés. Le garbage collector throughput utilise plusieurs threads, à la fois pour les GC mineurs et pour les full GC. Le garbage collector serial fonctionne de la même manière que le parallèle GC, sauf qu'il utilise un seul thread. Dans les garbage collector classiques, nous avons aussi le CMS, Concurrent Mark Consub. Concurrent n'a pas la même signification que parallèle. Concurrent, ça veut dire que le garbage collector va s'exécuter en même temps que nos traitements applicatifs. Dans ce garbage collector, nous avons différentes phases que je ne vais pas détailler ce soir. Par rapport au throughput, on peut s'attendre, avec le CMS, à avoir des GC qui durent moins longtemps, mais qui sont plus fréquents. Le throughput est plutôt recommandé pour des traitements de type batch. Il va optimiser l'utilisation du CPU. Le CMS est plutôt recommandé par rapport au throughput pour des applications transactionnelles. Depuis Java 7, nous pouvons activer Garbage Collector J1. J1, ça veut dire c'est Garbage First. L'idée est d'éviter le plus possible de faire des full GC. Le J1 pouvait être activé depuis le JDK 7. Quand il est sorti, il était recommandé pour des heaps supérieurs à 4 Go. Le J1 a été amélioré dans les JDK 8, 9 et 10. D'autres améliorations sont aussi prévues dans le JDK 11 et il est destiné à être le garbage collector couteau suisse de la JVM Oracle. Dans le J1, les espaces Eden, Survivor et Allgen sont divisés en plusieurs sous-espaces. Je ne vais pas détailler le fonctionnement du J1 ce soir. Vous pouvez avoir des explications très détaillées dans ce livre, qui est la suite de Java Performance Definitive Guide. Si vous voulez essayer d'optimiser les garbage collectors que je viens de citer, vous pouvez vous référer à cette présentation de Monica Beckwith. Je ne vais pas détailler ce soir. La société Azul System propose une JVM payante, la JVM Zing, qui est un garbage collector C4 pour Continuous Concurrent Compacting Collector. Ce garbage collector permet d'avoir de faibles temps de pause pour des heaps de plusieurs terabytes. Aujourd'hui, nous avons 2 garbage collectors en cours de développement et qui sont open source. Ces garbage collectors vont permettre d'avoir de faibles temps de pause sur des heaps de plusieurs terabytes. Nous avons le garbage collector Shenandoah, qui était issu de travaux d'Oracle, et le garbage collector ZGC. Si vous souhaitez avoir des détails sur le fonctionnement du garbage collector Shenandoah, vous pouvez vous référer à cette présentation qui a eu lieu en février à la conférence JFocus d'Alexei Shipilev. Si vous voulez comprendre en détail le fonctionnement du garbage collector ZGC, vous pouvez aussi vous référer à cette présentation qui a eu lieu à JFocus. Sur la main list du ZGC,
Il y a Gilles Téné, qui travaille pour Agile System, qui a envoyé un mail envoyé un mail, et ce mail dit que le fonctionnement du ZGC est assez similaire à celui de la JVM Zing. Du garbage collector de la JVM Zing, pardon. Nous avons à disposition un autre type de garbage collector que je qualifie de prototype. Il s'agit du garbage collector Epsilon GC. Ce garbage collector n'évacue pas les objets de l'HEIP. Alors pourquoi avoir à disposition ce garbage collector? Il nous permet par exemple d'évaluer les performances de notre système en absence de GC. Alors, quel type d'out of memory error peuvent avoir lieu dans l'HEIP? Java Lang out of memory error, Java HEIP space, qui est déclenché quand notre HEIP est pleine. Nous pouvons aussi avoir un Java Lang out of memory error, GC overhead limit exceeded. L'idée est lorsque la JVM estime qu'elle ne va pas réussir à libérer de la mémoire, elle va déclencher une erreur. L'idée est d'échouer au plus tôt. Il y a une règle plus précise. Pendant 5 fois, si la JVM passe plus 90% du temps à faire des GC et qu'elle libère moins de % de mémoire dans la HEIP, alors elle va déclencher un Java Lang out of memory error, GC overhead limit exceeded. Il y a un troisième type d'out of memory error relatif à la mémoire HEIP, le request early size exceeds them limit, qui peut avoir lieu dans deux cas. Lorsque nous allouons un array qui est supérieur à la taille de la HEIP, ou bien lorsque la taille de l'array est supérieure à integer max value moins 2. En gros, c'est 2 milliards. Quel type de fuite mémoire? Pour quelles raisons pouvons-nous avoir des fuites mémoire dans notre HEIP? Pour quelles raisons des objets restent dans notre whole gen? Nous allons voir différents anti-patterns. Le premier consiste à avoir des collections ou des maps statiques qui ne sont pas programmatiquement vidées. Une deuxième cause possible de fuite mémoire est relative à une mauvaise implémentation d'equals hashcode. Imaginons que nous avons deux objets qui sont égaux au sens de la méthode equals et que nous n'aurions pas overridé la méthode hashcode. Dans ce cas-là, si ces objets constituent les clés d'une map, quand nous pensons mettre à jour une entrée d'une map, en fait, nous rajoutons une entrée à notre map. Une autre cause possible de fuite mémoire peut être due aux threads locaux. Un thread local permet d'associer un état à un thread. Imaginons que nous ayons un serveur d'application
qui est un pool de threads. Si, après avoir utilisé un thread local, qui n'ont pas l'état, nous pouvons avoir des états qui restent dans notre pool de threads. Une autre possibilité de fuite mémoire est relative aux ressources non fermées. Et les ressources non fermées sont... Le cas de ressources non fermées peut être limité depuis le JDK7 avec le try with resources qui va fermer automatiquement toutes les ressources qui implémentent AutoClosable. Dans notre JVM, les stacks ne sont pas stockés dans la heap, mais dans une zone dédiée. Nous pouvons avoir cette erreur javalang out of memory error unable to create new native thread qui est déclenchée quand la JVM ne peut plus créer de nouveaux threads. L'OS ne va pas permettre la création de nouveaux threads. Maintenant, nous allons voir la permgen. La permanente génération permet de stocker le pool contient le pool de string de la JVM, plutôt contenait. Quand vous créez une string avec des doubles quotes, cette string est mise dans le pool de string de la JVM. Si vous redéclarez la même string entre double quotes, elle sera reprise du pool de string. Si vous créez une string avec new string, elle ne sera pas mise dans le pool de string, mais nous pouvons la mettre dans ce pool en exécutant la méthode interne. La permgen stockait aussi les représentations internes des classes et des métadonnées. Imaginons que vous avez une application qui exécute, dont on reçoit la méthode interne. Du coup, votre pool de string va avoir une taille de plus en plus importante, ce qui peut provoquer un javalang out of memory error permgen space. Alors, depuis le JDK7, le pool de string a été déplacé dans l'heap. Ce qui fait que si vous migrez une application de JDK6 à JDK7, l'occupation de la heap peut croître. Dans le JDK8, les représentations internes des classes et des métadonnées associées ont été migrées vers un autre espace mémoire, le metaspace. Depuis le JDK8, l'espace permgen n'est plus disponible. Concernant le metaspace, il faut avoir un out of mirror. Et comme nous l'avons dit, maintenant le metaspace stocke les représentations internes des classes et des métadonnées associées. Oui. Alors, dans la permgen, la permgen c'est un espace mémoire qui est contigu à la heap. Et c'est pour des raisons de performance, pour ce que j'ai compris. Et c'est aussi d'avoir un espace mémoire plus grand pour stocker les représentations des classes.
Comment? Oui, tout à fait, oui. Alors, dans la JVM, il est possible de réaliser des allocations en dehors de l'heap. C'est ce qu'on appelle la mémoire. Il est possible d'allouer des. Oui, ce qu'on appelle la mémoire off-heap. On peut allouer en dehors de la heap, directement en RAM, en appelant par exemple la méthode allocate direct d'un objet by buffer. Lorsque la off-heap est pleine, nous pouvons avoir un out of memory error direct buffer memory. Il est aussi possible de charger des portions d'un fichier dans une zone mémoire. Alors pourquoi faire cela? Ça permet de lire directement les données en mémoire et avoir des lectures et des écritures plus rapides par rapport à une lecture et une écriture directement sur disque. Nous pouvons utiliser pour cela l'API MyByBuffer pour lequel nous pouvons avoir un out of memory error. Il est aussi possible d'avoir un out of memory error relatif au code cache. La JVM va optimiser les méthodes qui sont souvent appelées. Le code optimisé est mis dans le code cache. Quand le code cache est plein, nous pouvons avoir ce message. Dans ce cas, la JVM va exécuter un mécanisme d'emergency qui va vider tout le code cache et nous allons perdre les optimisations. L'application sera un peu plus lente. Nous avons fait l'état des lieux des différents types de mémoire utilisables par la JVM. Nous avons vu différentes causes de défaillance. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons investiguer des soucis de mémoire dans la JVM. Je vais vous inviter à une fiction, une histoire. Je vous présente William. William est à la tête d'une société qui propose des outils pour analyser en temps réel les trades des marchés financiers. William est un petit peu préoccupé. En effet, la dernière fonctionnalité de calcul de moyenne mobile semble rendre l'application beaucoup plus lente et nous avons observé en pré-production des out of memory errors. Comment pourrait-on aider William? Tout d'abord, intéressons-nous ce qu'est fonctionnellement un calcul de moyenne mobile. Un calcul de moyenne mobile consiste à faire la moyenne d'éléments sur une taille de fenêtre W. Chaque élément va être moyenné. Ici, nous allons opérer un calcul de moyenne mobile sur des montants de trades. Au niveau de notre code, nous avons une classe
calculateur moyenne mobile qui comporte une méthode consume qui permet de récupérer les trades des marchés financiers. Et nous avons une méthode calculer moyenne mobile qui permet de calculer la moyenne mobile pour un type d'instrument financier donné. Comment s'y prendre pour investiguer ces soucis de mémoire? En termes de performance, nous devons mesurer la performance. Que mesurer concernant la gestion de la mémoire HIP? Nous pourrons mesurer le temps de GC global. Nous pourrions aussi mesurer le temps maximum pris par un GC. Par exemple, si nous plaçons dans le cas d'une application qui est vouée à avoir une faible latence. Donc nous mesurons la performance. Après, il est pertinent d'essayer de comprendre pourquoi nous avons ce niveau de performance. Nous allons faire des mesures d'investigation jusqu'à retrouver la cause, l'origine de ce niveau de performance. Ensuite, nous allons opérer une modification et remesurer le niveau de performance. Maintenant que nous avons un protocole opératoire, je vous propose de commencer l'enquête. Nous allons d'abord paramétrer notre JVM. Nous allons spécifier une taille de HIP en ajoutant les paramètres XMS et XMX à notre JVM. XMS, ça permet de spécifier la taille minimale et initiale de la HIP. XMX permet de spécifier la taille maximale de la HIP. Ensuite, nous allons activer les logs du garbage collector. Ces logs ont un impact négligeable sur les performances. J'ai déjà rejoint plusieurs équipes qui n'avaient pas activé les logs du GC en production. Donc, comment activer les logs du garbage collector? Nous pouvons rajouter ces deux paramètres à nos JVM, printGCDetails et printGCDateStamps, plus ce troisième paramètre qui va permettre de dire où enregistrer notre fichier de log. Alors attention, si vous utilisez ces paramètres avec un JDK9, votre JVM ne pourrait pas démarrer. En effet, dans le JDK9, il y a une refonte de l'API de logging et l'équivalent des trois paramètres précédents est celui-ci. Qui, dans la salle, utilise un JRE9 en production? Cette personne. Ça tombe bien. Nous allons utiliser un JRE8. Nous lançons notre application
et nous lançons la récupération des trades des marchés financiers. La méthode consume s'exécute. Nous avons dit qu'il est important de mesurer. Nous allons nous brancher à notre application avec JVisualVM. JVisualVM est un outil disponible dans le JDK. Quand nous connectons à notre application, nous pouvons obtenir ces deux graphes. Le graphique de gauche représente l'évolution du niveau de HIP en fonction du temps. Nous pouvons voir que le niveau de HIP augmente rapidement, puis semble rester à un état à peu près stable. Sur votre droite, vous avez l'activité du CPU en fonction du temps. Alors nous pouvons voir que lors de l'exécution de la méthode consume, nous avons entre 30 et 70% de CPU qui est utilisé, ce qui semble beaucoup. Alors JVisualVM a été supprimé du JDK 9, mais vous pouvez le récupérer sur le repo GitHub qui est associé. Et vous avez d'autres outils comme JConsole ou Java Mission Control qui permettent aussi d'obtenir ces deux graphiques. Nous avons activé les logs du Garbage Collector. Regardons ce qu'il y a dans ce fichier de log. Ceci est un extrait de ce fichier de log. Nous pouvons voir des GC allocation failure qui correspondent à des GC minors et d'autres lignes correspondent à des full GC. Nous avons aussi plein de nombres. Alors tout ça, ça ne semble pas facile à lire. Il serait bien d'avoir un outil qui nous donne une vue synthétique des données présentes dans ce fichier de log. Ce soir, je vais vous présenter un analyseur de log. Je vais vous présenter GCViewer, qui est un outil open source. Nous avons chargé notre fichier de log dans GCViewer. Nous pouvons obtenir différents types d'informations. Tout à gauche, vous avez un onglet pause. Dans lequel nous pouvons voir le temps de pause total, environ 3000 secondes. Ce temps de pause est décomposé à 75% de full GC et d'environ 25% de GC mineur. Nous avons aussi le nombre de full GC et le nombre de GC mineur. Il y a à peu près 180 000 GC mineurs, ce qui semble beaucoup. Dans l'onglet synthèse, nous avons une information qui est importante. Le throughput. Le throughput, qu'est-ce que c'est? Le throughput, c'est le temps passé par la JVM hors GC. Ici, nous avons un throughput de
de l'ordre de 13%. C'est-à-dire que la JVM passe 13% du temps à réaliser des traitements applicatifs. Le reste du temps est passé à faire des GC. L'outil permet aussi de visualiser les informations du fichier de log à l'aide de graphiques. Ici, nous avons visualisé l'occupation de l'AOLGen en fonction du temps. Nous pouvons voir que l'AOLGen est rapidement, quasiment entièrement rempli. Alors, le fait que l'AOLGen soit bien rempli explique le temps conséquent passé à faire des full GC. Je viens de vous présenter GCViewer. Vous avez d'autres outils qui permettent d'analyser les logs. L'outil SameSum, qui est un outil payant. Un des avantages de SameSum, c'est que l'outil, suite à l'analyse du fichier de log, vous donne de préconisations. L'outil vous dit essayez d'allouer moins d'objets en mémoire ou essayez d'optimiser le garbage collector de telle manière. La société GCeasy propose aussi un analyseur de log qui donne des recommandations. Vous pouvez déposer votre fichier de log sur leur site internet pour avoir une analyse. Comment fait-on quand on a oublié d'activer les logs du garbage collector? Ça semble embêtant pour investiguer. Si on n'a pas d'informations sur les GC, on peut faire plein d'hypothèses. Alors, pas de panique. On peut avoir des informations avec des lignes de commande du JDK. Dans le JDK 9, il y a une fonctionnalité intéressante. On peut activer à chaud les logs du GC. J'ai essayé, ça fonctionne vraiment. Comment le faire? On peut utiliser la commande JCMD avec ces paramètres. Si nous n'avons pas un JDK 9, que fait-on? Excusez-moi. Donc cette commande JCMD prend un paramètre PID qui est un identifiant d'un process Java. Je vous expliquerai par la suite comment l'obtenir. La commande JCMD a été introduite dans le JDK 8. C'est historiquement une commande qui était présente dans la Girokit. Pour obtenir l'identifiant d'un process Java, on peut exécuter la commande JPS ou la commande JCMD. Dans notre cas, si nous exécutons la commande JPS, nous obtenons ces résultats et nous pouvons identifier l'identifiant du process Java de notre application. Alors, nous avons à disposition une commande jstat-gcutile avec le PID
qui va nous donner des informations sur la heap et sur les GC. Exécutons cette commande. Nous obtenons cette ligne. Vous pouvez aussi rajouter un paramètre pour dire que vous exécutez obtenir des informations toutes les secondes, par exemple. Nous avons un tableau avec différentes colonnes. Sur votre droite, vous avez l'occupation mémoire en pourcent de différentes autres mémoires. Nous retrouvons le résultat que notre all-gen est bien rempli. Cette commande nous donne aussi le nombre de GC mineurs et le nombre de full GC. Vous avez le temps total passé à faire des GC et les composantes en full GC et en GC mineur. Cette commande nous montre comme GCViewer que nous passons un temps conséquent à faire des full GC et que l'all-gen est bien rempli. Comment éviter de passer autant de temps à faire des full GC? Ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, c'est augmenter la taille de la heap. Si on augmente la taille de la heap, la all-gen sera plus importante, elle mettra plus de temps à se remplir et nous devrions avoir moins de full GC. Sinon, une autre possibilité, excusez-moi. Alors comment augmenter la taille de la heap? En accroissant la valeur du paramètre xmx. Plus tard, si vous avez de nouveau des problèmes avec des full GC, vous pouvez encore accroître la valeur du paramètre xmx. Le souci, c'est que vos full GC vont être de plus en plus longs. Comment faire pour avoir des full GC moins longs, pour avoir une all-gen moins remplie? Nous pourrions nous dire que nous allons périodiquement redémarrer notre JVM. Comme ça, si nous avons une fuite mémoire, elle sera supprimée. Par exemple, nous pourrions nous dire que nous allons chaque soir redémarrer notre JVM. Comme ça, le lendemain, on ne va pas nous embêter avec des problèmes mémoire. Alors, si on fait ça, après le redémarrage, l'application va aller plus lentement. Pourquoi? Parce que nous allons perdre les optimisations de la JVM. Nous allons aussi perdre le remplissage des caches. Alors nous pourrions nous dire que après avoir redémarré les JVM, nous allons chauffer les JVM. Par contre, ça devient assez compliqué. Ici, nous allons tout d'abord essayer de comprendre pourquoi notre all-gen est aussi rempli. Alors, il peut être tout à fait normal que notre all-gen soit aussi rempli. Fonctionnellement, notre application pourrait avoir besoin de plus de mémoire. Comment
comprendre pourquoi notre Olgen est autant rempli. Quelle question se poser? Nous pourrions nous poser la question, quels sont les objets qui sont dans la heap? Pour cela, nous allons demander à la JVM l'histogramme des objets présents dans la heap. Nous pouvons obtenir l'histogramme des objets de la heap de différentes manières, à l'aide de ces lignes de commande, la commande jmap-histo, la commande jcmd depuis le JDK8, et depuis le JDK9, il y a une troisième manière de faire. Vous pouvez utiliser la commande jhsdb. jhsdb, c'est un debugger pour la JVM. Demandons à notre JVM l'histogramme des objets présents dans la heap avec la commande jmap-histo. Nous obtenons ce tableau. Je vais passer du temps à détailler la lecture de cet histogramme. Sur votre gauche, vous avez les types d'objets. Il y a des lignes un petit peu bizarres. Crochet L, Java Lang Object, point virgule. Crochet C. Qu'est-ce que c'est? Crochet, ça signifie, cela représente un tableau. L, point virgule, avec un nom de classe entre les deux, représente une instance d'une classe. Du coup, crochet L, Java Lang Object, point virgule, représente un tableau d'objets. C représente un char. Du coup, crochet C représente un tableau de char. Cette nomenclature est disponible dans les files descriptors qui figurent dans les spécifications de la JVM. J'en ai présenté 3. Vous en avez d'autres. Par exemple, grand J représente un type primitif long. Maintenant, nous savons lire la colonne className. L'histogramme nous donne l'occupation mémoire en bytes de chaque type d'objet. Les objets sont classés en occupation mémoire décroissante. Nous avons une quatrième colonne qui nous donne le nombre d'instances pour chaque type d'objet. Ici, nous pouvons voir que 3 types d'objets se détachent. Un objet money, un objet thread et des tableaux d'objets. Nous pouvons voir que nous avons autant d'objets money que d'objets thread. Environ 1 200 000. Ce qui s'explique par le fait que l'objet thread a une propriété money qui contient le montant du thread, et c'est sur son montant que nous effectuons le calcul de moyenne mobile.
j'ai regardé le code et je ne comprends pas pourquoi nous avons une telle occupation mémoire pour les objets MonyThread, les objets Mony, les objets Thread et des tableaux d'objets. Ici, l'application comporte peu de lignes de code. Nous pourrions avoir une application avec de très nombreuses lignes de code et nous pourrions passer beaucoup de temps à faire des hypothèses sur l'origine du maintien en mémoire de ces objets. Du coup, que faire? Nous allons essayer d'y voir un peu plus près. Nous allons obtenir un heap dump. Un heap dump, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à prendre le contenu de la heap et de le sérialiser dans un fichier. Comment obtenir un heap dump? Nous pouvons obtenir un heap dump à l'aide de lignes de commande, à l'aide des commandes jmap, jcmd ou jhsdb. Nous pouvons aussi déclencher un heap dump à l'aide d'un mbin du JDK. Le paramètre P0 correspond au chemin où on souhaite enregistrer le heap dump. Le paramètre P1 permet de dire si nous souhaitons déclencher un full GC avant le heap dump. Dans notre JVM, on peut ajouter un paramètre heap dump on out of memory error. Si vous ajoutez ce paramètre, lorsque la JVM lève un out of memory error, un heap dump va être déclenché. Ce qui peut être utile pour comprendre l'origine de cette out of memory error. Comment analyser un heap dump? Ce soir, je vais vous présenter le Memory Analyzer Tool, qui est un outil open source et qui est une application Eclipse RCP. Nous avons ouvert notre heap dump à l'aide du Memory Analyzer Tool. Nous avons demandé un histogramme. Comme l'histogramme obtenu à l'aide de la commande jmap-histo, nous avons, pour chaque type d'objet, le nombre d'instances. Nous avons l'occupation mémoire de chaque type d'objet. La commande shallow heap correspond à la commande bytes obtenue en exécutant la commande jmap-histo. Nous avons aussi une colonne retain heap. La retain heap, qu'est-ce que c'est? La retain heap, c'est l'espace mémoire maintenu par un objet plus l'espace mémoire de tous les objets référencés par cet objet. Ici, nous pouvons voir que les objets thread maintiennent en mémoire à peu près 60 gigas. Notre dump doit faire environ 70 gigas, je crois. Alors, qu'est-ce qui maintient en mémoire nos objets thread, nos objets Mony et nos tableaux d'objets? Nous pouvons demander à l'outil le dominator tree.
Quand nous demandons le Dominator Tree, nous voyons que une ou plusieurs instances d'un calculateur moyenne mobile maintiennent en mémoire environ 85% de l'heap. Ici, nous voyons qu'un calculateur de moyenne mobile maintient en mémoire une concurrente HMAP et nous avons déplié le graphe d'objet de la première entrée de cette map. L'outil nous dit que cette concurrente HMAP est due à une constante, la constante thread by instrument. Quand on regarde de plus près la première entrée de la map, nous pouvons voir que nous avons une copy on-write list qui maintient en mémoire 1 200 000 threads. Pour le premier instrument, 1 200 000 threads sont maintenus en mémoire. Nous pouvons aussi demander au Memory Analyzer Tool d'effectuer ce qu'on appelle un merge shortest path to JC root. Nous sélectionnons la ligne des threads et nous demandons à l'outil de trouver toutes les routes qui référencent ces objets threads. Nous obtenons ce résultat où nous retrouvons notre constante trade by instrument. Quand nous avons demandé le Dominator Tree, nous avons eu une représentation sous forme de classe. Ici, en exécutant un merge shortest path to JC root, nous avons une représentation sous forme d'objet. L'outil propose d'autres fonctionnalités. Nous pouvons notamment demander différents types de rapports. Nous pouvons par exemple lui demander un rapport de fuite mémoire ou un rapport de top components. Quelles sont les principales composantes de notre heap? Si nous demandons le rapport de fuite mémoire, le leak report, l'outil nous dit attention, il y a un souci qui maintient en mémoire 60 MB dans notre dump de 70 MB. Et que ce souci est relatif à des tableaux d'objets. Nous pourrions naviguer dans ce rapport et obtenir le même résultat présenté précédemment. Quand vous ouvrez HeapDump à l'aide du Memory Analyzer Tool, la première fois, l'outil va générer un ensemble de fichiers d'index. Pour pouvoir accélérer le requêtage du HeapDump. Il est conseillé de lancer l'outil avec
le plus de RAM possible. Vous pouvez configurer la valeur du paramètre xmx dans le fichier memoryanalyzer.ini. Dans mes expériences personnelles, le plus gros dump que j'ai ouvert sur mon poste faisait 70 Go. Par contre, il y a un autre dump de 70 Go que j'ai jamais réussi à ouvrir, parce qu'il était trop complexe pour l'outil. Quand vous ne pouvez pas ouvrir le dump sur votre poste, vous pouvez générer les fichiers d'index sur un serveur qui a davantage de ressources, de CPU et de RAM que votre poste. Pour faire cela, vous pouvez exécuter une ligne de commande à l'aide du fichier parseIndump.bat ou parseIndump.sh. Si vous générez les fichiers d'index sur un serveur, vous les récupérez sur votre poste, vous n'arrivez toujours pas à ouvrir le dump, ce que vous pouvez faire, c'est d'exécuter des rapports de fuite mémoire ou de dump component sur le serveur en appelant le parseIndump.bat ou parseIndump.sh. Dans le Memory Analyzer Tool, vous pouvez aussi requêter votre dump. Vous avez un langage de requêtage. Par exemple, si vous voulez comprendre pourquoi certains petits objets sont maintenus en mémoire. Je vous ai présenté le Memory Analyzer Tool. Vous êtes peut-être habitué à d'autres outils. Pour analyser un dump, vous pouvez aussi utiliser JOverflow, qui est un plugin de Java Mission Control. J'en reparlerai par la suite. Vous pouvez aussi utiliser JVisualVM, YourKit ou JProfiler. JOverflow nous aurait permis arriver à la même conclusion qu'avec le Memory Analyzer Tool. JOverflow présente une fonctionnalité intéressante. Sur le panel situé en haut à droite, vous avez un tableau qui vous indique où vous consommez inutilement de la mémoire HIP. Par exemple, vous avez des collections très petites où vous allez payer la structure de la collection. Vous avez des box collections. Jusqu'à ce jour, dans le JDK, toutes les collections sont des collections d'objets. Du coup, si vous voulez stocker un ensemble entier, vous allez créer une collection avec un type générique integer. Vous avez des collections spécialisées qui ne sont pas dans le JDK, qui proposent des collections de type primitive. Par exemple, on peut citer Trove ou Eclipse Collection. On voit aussi qu'on peut perdre de la mémoire avec des duplicate strings. Et duplicate strings, ce sont des strings dupliqués. Attention, ces strings ne sont pas dans le pool de strings.
Dans le DET20 du JDK8, vous pouvez rajouter un paramètre à votre JVM pour qu'elle trouve et supprime les strings dupliqués. Ce qui permet d'utiliser moins de mémoire. Par contre, ce traitement va demander du CPU. Vous pouvez aussi rajouter un paramètre pour afficher des statistiques sur le processus de déduplication des strings. Dans le JDK9, par défaut, il y a un mécanisme de compaction des strings. Vous pouvez désactiver ce mécanisme à l'aide de ce paramètre. Si vous regardez l'implémentation d'une string dans le JDK9, vous verrez que la valeur d'une string n'est plus stockée dans un tableau de char, mais dans un tableau de bytes. La JVM va regarder si une string comporte uniquement des caractères LATA1. Si c'est le cas, elle va pouvoir stocker chaque caractère dans un byte. Alors, nous avons activé log.jc que nous avons analysé à l'aide d'un analyseur de log.jc, GCViewer. Ensuite, nous avons demandé à la JVM l'histogramme des objets présents dans l'heap. Nous n'avons toujours pas trouvé pourquoi notre all-gen était si rempli, pourquoi nous avons une durée conséquente de full-GC. Du coup, nous avons poursuivi notre investigation en déclenchant un dump que nous avions analysé à l'aide d'un analyseur de heap dump. Je vous ai présenté le Memory Analyzer Tool. Nous avons obtenu comme conclusion que tous les threads sont maintenus en mémoire. Or, pour effectuer notre calcul de moyenne mobile, nous avons besoin de stocker uniquement W-thread en mémoire, ce qui correspond à la taille de la fenêtre. Du coup, nous avons trouvé pourquoi notre heap est auto-rempli. Maintenant, nous allons modifier notre code. Pour pouvoir stocker uniquement W-thread en mémoire, une fois que la taille de la fenêtre est atteinte, nous allons supprimer le thread le plus ancien. Nous modifions notre code. Maintenant, nous allons remesurer. Et nous allons mesurer l'amélioration de performance à l'aide des logs JC. Avant notre modification, nous avions un throughput de l'ordre de 13%. En stockant uniquement W-thread en mémoire, le throughput passe à 85%. Alors, la société JClarity, qui commercialise Senzoom,
suggère d'avoir un throughput de moins de 5%. Maintenant, nous passons qu'environ 10 secondes à faire des full GC. Avant, nous passions plus de 2000 secondes à faire des full GC. Maintenant, la composante principale des GC est relative à des GC mineurs. Nous allons essayer de diminuer le temps passé à faire des GC mineurs. La présentation change, le fond de la présentation change de couleur pour marquer une nouvelle étape de notre investigation. Pour diminuer le temps passé à faire des GC mineurs, nous pourrions nous dire que nous allons tuner la JVME. Par exemple, nous pourrions nous dire que nous allons resizer la heap pour avoir une young-gen de taille plus importante. Comme cela, nous aurions des GC mineurs moins fréquents. Avant d'essayer d'optimiser la JVM, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous passons tant de temps à faire des GC mineurs. Que pourrait-on faire? Nous pourrions demander à la JVM l'histogramme des objets présents dans l'heap. Ici, nous avons demandé l'histogramme des objets à un temps t0. Nous pouvons voir que la composante principale est constituée de tableaux d'objets. Ensuite, redemandons à notre JVM l'histogramme des objets présents dans l'heap. Maintenant, nous voyons que les objets qui prennent le plus de place dans la heap sont des tableaux d'entiers et des tableaux d'objets. Nous obtenons un résultat qui n'est pas strictement similaire à celui du premier histogramme. Comment l'expliquer? Un des histogrammes a pu être obtenu peu de temps après un GC mineur. La question que nous pouvons nous poser est: quelles sont les méthodes qui allouent un volume important d'objets en mémoire? Comment expliquer que la JVM passe un temps conséquent à essayer de vider la young-gen? D'où viennent ces objets? Comment ces objets sont alloués en mémoire? Il serait bien d'avoir un instrument, un outil, qui nous donne les objets, les méthodes qui allouent un volume important d'objets dans l'heap. Cet outil, c'est un profiler. Ce soir, je vais vous présenter Java Mission Control. Ceci est l'interface graphique de Java Mission Control. Pour connecter Java Mission Control à notre JVM, nous devons ajouter deux paramètres à notre JVM. Un paramètre Unlock Commercial Features et Flight Recorder. Java Mission Control est disponible dans le JD depuis, je crois que c'est le DET 20, ou peut-être le DET 40 du JDK 7.
Et jusqu'à ce jour, vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais hors production. En production, vous devez payer une licence. Alors, il y a un projet qui consiste à rendre JVM sous contrôle open source. Pour l'instant, la JEP est au statut de candidate. Alors du coup, nous avons connecté JVM son contrôle à notre JVM et nous allons lancer un enregistrement. Nous demandons à l'outil d'effectuer un enregistrement pendant 10 secondes. Et nous activons le profiling des allocations. Si nous cliquons sur l'onglet Memory, puis en bas sur la partie Allocations, nous obtenons ce panel. Ce panel comporte une partie Allocation Outside TLAB. Je vais bientôt vous expliquer ce qu'est le TLAB. En dehors du TLAB, les allocations sont de l'ordre du mégabyte. TLAB, ça veut dire Thread Local Allocation Buffer. Dans l'Eden, vous avez des threads qui sont chargés, qui ont une zone de mémoire dédiée pour allouer des objets. C'est pour des raisons de performance. Dans le TLAB, nous voyons qu'il y a 50 gigabytes de tableaux d'objets qui sont alloués. Par rapport à la commande Gmapisto, l'outil va enregistrer pendant 10 secondes l'allocation dans l'HEIP. Quand nous effectuons la commande Gmapisto, c'est une photo des objets présents dans la HEIP à un temps donné. Sélectionnons la ligne relative à ces tableaux d'objets. L'outil nous donne les différentes méthodes qui allouent ces tableaux d'objets. Nous pouvons voir qu'une méthode copyOf de la classe Arrays, qui correspond à des recopies de tableaux, provoque l'allocation d'environ 40 GB de tableaux d'objets. Sur la deuxième ligne, nous pouvons voir que l'invocation d'une méthode remove sur une copy onWrite ArrayList provoque l'allocation en mémoire d'environ 10 GB. Sélectionnons ce que je viens de vous dire. Et sélectionnons la méthode copyOf. Quand nous déplions
la pile d'appels, nous pouvons voir que nous avons l'appel de notre méthode métier consume, qui appelle une méthode add sur une copy onWriter list, qui stocke l'ensemble, qui stocke les threads d'un instrument donné pour calculer la moyenne mobile. Cette méthode add d'une instance copy onWriter list provoque elle-même une recopie de tableau. À chaque fois que nous ajoutons une entrée, un élément, pardon, à notre copy onWriter list, cela induit une recopie de tableau. Nous retrouvons notre autre méthode remove qui permet de stocker uniquement wthread en mémoire. Cette méthode va aussi provoquer la recopie de tableaux d'objets. Alors, pour calculer notre moyenne mobile, nous n'avons pas besoin de connaître l'index des éléments dans notre collection. Nous pourrions utiliser une blocking queue à la place d'une copy onWriter list. De plus, il n'est pas nécessaire de maintenir en mémoire l'ensemble des objets thread. On pourrait stocker en mémoire uniquement les montants de thread. Du coup, nous allons modifier notre code pour utiliser maintenant une blocking queue d'integer. Nous allons mesurer l'impact de cette modification à l'aide des logs du GC. Avant cette modification, le throughput était de l'ordre de 85%. Après cette modification, le throughput passe à 98%. Nous pourrions essayer d'aller encore un peu plus loin. En utilisant une structure de données qui ne va pas utiliser des types integer, mais des primitives d'entiers. Alors je viens de vous présenter Java Mission Control. Vous avez d'autres types de profilers à disposition. Vous pouvez utiliser par exemple JProfiler, YourKit, JVisualVM. J'aime bien Java Mission Control, parce qu'il est assez précis pour mesurer l'allocation en mémoire. En effet, Java Mission Control utilise un système d'événements interne à l'HVM. Beaucoup de profilers utilisent l'instrumentation de classe, ce qui provoque un overhead. Nous avons aussi à disposition un profiler qui s'appelle A5Profiler, qui a un fonctionnement qui utilise aussi des événements internes à l'HVM.
Par contre, il est uniquement disponible sous Linux. Alors là, c'est historiquement, c'est dans la GeroKit. Il y a un système, il y a des événements dans la JVM qui pouvaient être récoltés par JVM sous contrôle. Alors, je veux pas dire de. Alors aujourd'hui, je crois que non, mais il est prévu de. Attends, je veux pas dire de bêtises. Je veux pas dire de bêtises. Ouais. Alors, alors aujourd'hui, JVM sous contrôle est uniquement disponible dans la JVM d'Oracle. Et il y a un projet pour le rendre open source. C'est en cours d'acceptation. Pour mesurer l'allocation en mémoire, vous pouvez aussi utiliser des agents mémoire. Par exemple, vous pouvez utiliser JAM. JAM, oui, pardon. Vous pouvez aussi utiliser l'allocation instrumentor de Google. Il y a un autre projet qui est un fork de l'allocation instrumentor de Google et qui permet de générer des flammes graphes sur l'allocation en mémoire. Alors, nous avons initialement un throughput de l'ordre de 13% grandement dû à des full GC. Ensuite, nous avons supprimé notre fit mémoire. Le throughput est passé à 85%. Ensuite, pour diminuer le temps passé à faire des GC mineurs, nous avons mesuré avec un profiler. Et nous avons vu que nous avions un volume important de tableaux d'objets générés en mémoire de par des recopies de tableaux, dû à la structure de données CopyOnWrite-ArrayList. Ensuite, nous avons changé de structure de données, d'utiliser une blocking queue d'Integra, ce qui a permis de diminuer le temps passé à faire des GC mineurs et obtenir un throughput de l'ordre de 98%. Nous avons vu différents types d'outils. Nous avons paramétré notre JVM en spécifiant une taille pour la heap et en activant les logs JCC. Nous avons analysé ces logs à l'aide d'un analyseur de logs JCC. Nous avons vu GCViewer. Ensuite, pour essayer de comprendre l'origine des full GC, nous avons demandé à notre JVM d'utiliser notre JVM l'histogramme des objets présents dans l'heap. Ensuite, nous n'avons pas compris l'origine de ces full GC. Du coup, nous avons utilisé un analyseur de heapdump. Nous avons utilisé le Memory Analyzer Tool. Pour comprendre l'origine des GC mineurs, nous avons utilisé un profiler.
Alors, si vous voulez jouer avec ces différents outils, vous pouvez récupérer le code de cette petite application sur mon GitHub. Maintenant, si vous voulez bien, je vous propose de passer quelques minutes à vous présenter comment nous aurions pu avancer notre investigation à l'aide de QuickPerf. Vous voyez? Alors ici, nous cherchons à comprendre pourquoi nous passions du temps à faire des GC mineurs. Dans une méthode de test, nous avons écrit du code qui appelle la méthode consume chaque milliseconde. Nous allons lancer la méthode de test. Vous remarquez qu'il y a des annotations XML et XMX sur la méthode de test. Ici, pour ce test, nous avons spécifié la taille de l'heap. Quand vous utilisez Maven, vous donnez une configuration globale de taille de heap pour l'ensemble de vos tests. Alors, si avec ces paramètres, avec cette taille de heap, nous avons un out of memory error, ce que va faire l'outil, c'est qu'il va déclencher un dump et qui va générer automatiquement le leak report du Memory Analyzer Tool. Ici, nous voulons comprendre l'origine du temps conséquent à faire des GC mineurs. Du coup, nous voulons comprendre pourquoi nous allouons un volume important d'objets dans l'Eden. Pourquoi la JVM cherche tout le temps à vider l'Eden. Nous avons ajouté une contrainte mémoire sur l'allocation dans l'Eden. Nous disons, a priori, pour appeler chaque milliseconde pendant 30 secondes la méthode consume, nous devrions allouer moins de 100 MB dans l'Eden. Quand on exécute la méthode de test, on nous dit qu'en fait, nous avons 800 MB qui ont été alloués dans l'Eden. Si on regarde un peu plus bas, on nous dit, parmi ces 800 MB, il y en a environ 700 MB qui sont alloués de par la recopie de tableau d'objet. Cette recopie de tableau d'objet est due à l'appel du méthode add du copy_onWrite_list qui est appelé depuis notre méthode métier consume.
Alors ici, nous allons chercher à reproduire le traitement exécuté en production. Et nous avons investigué sur notre poste. Nous n'avons pas cherché d'investiguer sur notre poste. Nous allons, du coup, nous pouvons directement tester une nouvelle implémentation. Une implémentation qui n'est plus basée sur une copy unwriter list, mais qui est basée sur le blocking queue. On peut relancer notre test. L'idée, c'est de tester l'impact de modification de notre code au plus tôt. Nous avons déjà évalué l'impact de cette modification de code sur notre poste. Si cette modification permet d'allouer nettement moins d'objets dans l'Eden, nous pourrions ensuite réaliser un test de performance sur un environnement déployé. Avec notre modification, maintenant, nous allouons moins de 100 MB dans l'Eden. Alors, ce que je viens de vous présenter est basé sur les jars de Java Mission Control. Vous allez pouvoir si vous voulez faire la même chose, vous pouvez le faire de manière programmatique en utilisant les jars de Java Mission Control, par exemple en créant une dépendance Maven. Ici, QuickPerf, dans QuickPerf, je charge les jars de Java Mission Control dans un class loader et je fais des choses qui soient plus faciles à utiliser. Si vous voulez avoir des informations sur les API de Java Mission Control, vous pouvez consulter des articles du blog de Marcus Hirt, qui est un développeur historique de Java Mission Control. Alors. Si vous êtes intéressé par QuickPerf, vous pouvez suivre l'actualité de cet outil sur Twitter où j'ai créé un Google Group. Alors nous avons réussi à aider William dans ses soucis mémoire. Ces soucis mémoire concernaient l'AIP. Quand nous avons des soucis mémoire qui ne sont pas dus à l'AIP, comment fait-on? Pour résoudre un souci de mémoire, il y a toujours deux possibilités. Soit vous augmentez la taille de cet espace mémoire, ou sinon, vous cherchez à comprendre pourquoi cet espace mémoire est autant occupé. Vous pouvez augmenter la taille de la permgen à l'aide du paramètre de JVM max perm size. Vous pouvez augmenter la taille du metaspace à l'aide du paramètre de JVM max metaspace size. Pour rappel, la permgen n'existe plus depuis le JDK 7. Alors, quand
nous avons cette out of memory error relative à la création de thread. Pour éviter cette out of memory error, vous pouvez diminuer la taille de la pile en réduisant la valeur du paramètre XSS. Vous pouvez aussi augmenter le nombre de threads qui peuvent être créés dans votre OS à l'aide de la commande ulimit. Concernant le code cache, vous pouvez augmenter sa taille à l'aide du paramètre de JVM Reserve Code Cache Size. Alors, concernant la mémoire OFIP, vous pouvez augmenter sa taille à l'aide du paramètre de JVM Max Direct Memory Size. Alors, pour investiguer pourquoi vous avez besoin d'autant de mémoire OFIP, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un allocateur, un autre allocateur que malloc. Vous utilisez gemalloc. Cet allocateur présente des fonctionnalités de profiling. Ici, j'ai mis un article de blog qui présente l'investigation de ceci en OFIP à l'aide de gemalloc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est réaliser un dump et essayer d'explorer les instances, les direct buffer memory, qui maintiennent des références vers la OFIP. J'ai eu aussi l'occasion de travailler sur un Kubolap qui stocke beaucoup de données OFIP. Et quand j'ai eu une consommation excessivement OFIP, ce que j'avais fait, c'est que j'avais supprimé la OFIP pour utiliser uniquement la heap et j'ai pu opérer un heap dump. Alors, je ne vous ai pas dit plutôt dans la présentation. Alors, pourquoi utiliser... Quel est l'intérêt d'utiliser la OFIP? Si vous utilisez un cache, vous allez avoir des objets qui ont une durée de vie longue, qui ont tendance à avoir une durée de vie longue. Vous voulez volontairement les maintenir en mémoire. Ce qui fait qu'à chaque fois que la JVM va déclencher des full GC, elle va scanner ces graphes d'objets. Du coup, ces objets, vous allez les mettre en OFIP. Alors, si vous mettez ces objets en OFIP, vous allez payer, il va falloir sérialiser ces objets. Car dans OFIP, vous pouvez stocker uniquement des bytes. Du coup, vous allez payer le coût de la sérialisation et le coût de la désérialisation. Du coup, dans ce cas, il est intéressant d'avoir une sérialisation performante. Alors, je suis ce soir au bord de Jug. Du coup, j'en profite pour citer une librairie d'Olivier Croisier qui s'appelle Seren,
qui instrumente le bytecode et qui permet de générer des méthodes readObject et writeObject spécialisées et performantes. Alors notre JVM utilise de la mémoire pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle la mémoire native. Si jamais vous soupçonnez des soucis de mémoire pour la mémoire native, vous pouvez ajouter des paramètres à votre JVM pour avoir des renseignements sur l'utilisation de cette mémoire. Vous pouvez aussi avoir des renseignements en utilisant cette commande JCMD. Il est temps pour nous de conclure cette présentation. Alors, dans une première partie, nous avons fait l'état des lieux des différents types de mémoire utilisables par notre JVM. Pour chaque type de mémoire, nous avons indiqué plusieurs types de dysfonctionnements. Ensuite, nous avons investigué les soucis de mémoire d'une petite application. J'espère que maintenant, vous êtes en mesure d'investiguer par vous-même des soucis de mémoire de vos applications. Alors demain, à quoi s'attendre? Nous avons, depuis la release du JDK10 la semaine dernière, une amélioration du J1. Maintenant, dans le JDK10, les full GC J1 utilisent plusieurs threads. Dans les mois, les années qui viennent, nous allons avoir à disposition de nouveaux types de garbage collector chez Nanoa et ZGC qui vont permettre d'avoir des temps de pause réduits sur des heaps de plusieurs terabytes. Il y a une proposition de mettre JVM sous contrôle en open source. Et nous allons avoir un enregistrement des API programmatiques de JVM sous contrôle. Quand JVM sous contrôle sera open source, vous pourrez vous-même utiliser l'outil de manière programmatique. Vous pouvez aussi utiliser simplement des analyses de JVM sous contrôle et du Memory Analyzer Tool avec QuickPerf dans les mois prochains. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci.